Bonjour et bienvenue à télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et c'est le mardi de Stu. Sauf que nous ne sommes pas mardi, nous sommes jeudi. Nous avons un peu de retard cette semaine. Stu voyage beaucoup ces derniers temps parce qu'il a décroché ce super poste. Il est allé à Hong Kong et dans tous ces endroits exotiques, Londres en Angleterre, d'autres endroits. Êtes-vous allé à Boston, Chicago, Minneapolis? Non, seulement Londres et Hong Kong. Vous allez attendre que le temps se réchauffe pour ces autres endroits, c'est ça? Oh, moi j'irais n'importe où, hein. C'est remarquable quand on voyage de nos jours. On s'installe n'importe où. On pourrait tout aussi bien être assis à son bureau à Toronto. Et nous avons d'excellentes équipes et de grands penseurs dans tous les pays. On a toujours une meilleure perspective des différents secteurs à l'échelle mondiale. Je suis sûr que nous en parlerons. Mais l'Amérique du Nord est plus exposée aux logiciels, tandis que le secteur technologique en Asie est beaucoup plus orienté vers la mémoire, les semi-conducteurs, beaucoup plus vers le matériel. Eux n'ont pas vraiment été confrontés aux interrogations qui ont pesé sur certains modèles économiques ces dernières semaines. Alors oui, ça s'est très bien passé. Oui, vous avez toutes ces entreprises, Meta, Google, Amazon, Microsoft, j'oublie toujours Microsoft, qui ont publié leurs résultats pour ce trimestre et ont annoncé des augmentations massives de leurs dépenses d'investissement. Je pense que les quatre entreprises ensemble prévoient de dépenser au total 750 milliards de dollars cette année. Pour mettre cela en perspective, je pense que l'économie canadienne dans son ensemble représente environ 2,6 ou 2,7 billions de dollars. C'est comme si quatre entreprises dépensaient autant qu'un quart de ce que le Canada produit en un an, ce qui est tout simplement ahurissant. Et puis, d'accord, on s'attend à dire, sur la base de tout ce qui s'est passé ces dernières années, oui, c'est peut-être une bonne chose. L'IA est bien réelle, cela la rend encore plus vraie. Et il est certain que les entreprises qui sont impliquées dans les pelles et les pioches et tout ce qui va entrer dans ces grands centres de données et tous ces investissements, ces actions vont en bénéficier. Elles font partie de cette construction car toutes ces dépenses sont bien réelles, mais on n'a pas vraiment l'impression que cela se soit répercuté sur le marché à ce point. Les gagnants et les perdants ne sont plus les mêmes. Même au sein d'un domaine, il y a parfois un gagnant et beaucoup de perdants. Cela ne ressemble pas à ce qui s'est passé. Que pensez-vous de cela? C'est un excellent point. Oui, ça diffère des cas de figure précédents. Pendant la majeure partie de ma carrière, contrairement au domaine technologique d'aujourd'hui, si une entreprise annonçait des dépenses d'investissement très importantes, le marché boursier la regardait avec suspicion. Allez-vous voir un retour sur le capital que vous investissez? Si vous étiez l'entreprise XYZ, que vous construisiez une mine ou que vous installiez une nouvelle usine et que cela représentait un pourcentage significatif de votre bilan, le marché boursier pouvait adopter une attitude attentiste et se demander si cela allait dépasser le budget prévu. Allez-vous obtenir les flux de trésorerie que vous nous avez promis dans vos plans? Et pendant longtemps, dans le secteur technologique, lorsque les budgets d'investissement augmentaient, les actions grimpaient encore plus. C'était l'année dernière. Cette année, la réaction est un peu différente avec ces budgets colossaux. Vous avez mentionné certains chiffres. Cette fois-ci, la méfiance est un peu plus grande, je dirais. La direction prétend qu'elle perçoit une forte demande et qu'elle n'investira pas de capitaux sans avoir des attentes de rendement élevées. Bien sûr, c'est ce qu'ils vont dire. Ce sont eux qui investissent les capitaux et personne n'investit délibérément de l'argent pour le gaspiller. Mais la réaction du marché a été un peu plus attentiste. Cela s'est produit au moment où différents modèles ont fait leur apparition et certains d'entre eux ont semé le doute. Dois-je m'inquiéter de la viabilité de mon modèle économique?
car à mesure que nous obtenons des illustrations plus graphiques, je dirais, de ce que l'intelligence artificielle peut faire, cela laisse libre cours à l'imagination. La croissance des revenus sera-t-elle celle que j'anticipe? Le profil de marge de l'entreprise sera-t-il celui que j'avais anticipé? Nous avons déjà discuté à plusieurs reprises des 4 facteurs qui font monter le cours d'une action. Il y a la croissance du chiffre d'affaires, l'augmentation des marges, l'augmentation de la valorisation et la mise à profit du capital pour obtenir un rendement supplémentaire. Ces 4 éléments, lorsque des annonces ont été faites sur ce que l'IA peut faire, ont tous été remis en question. On assiste alors à une réaction spectaculaire du cours de l'action. Et face à cette réaction, la direction se défend en affirmant que rien n'a vraiment changé. Bien sûr, mon entreprise est toujours florissante. Dans de nombreux cas, cela reste vrai, mais ce qui intéresse vraiment les investisseurs, c'est de savoir si les marges seront conformes à leurs attentes. L'entreprise devient-elle un peu plus capitalistique? A-t-elle besoin de plus de recherche et de développement que prévu? Nous en avons déjà parlé. Prenez l'exemple, je loue un appartement et je le repeins une fois par année. Que se passerait-il si je devais le repeindre 3 fois par année? Ce n'est pas que ces entreprises vont disparaître, mais vont-elles devenir un peu plus capitalistiques? La marge sera-t-elle différente? Les revenus passeront-ils d'un abonnement mensuel à une rémunération basée sur les résultats? Ce sont là autant de questions qui méritent d'être discutées. Et c'est ce qui fait l'objet de débats en temps réel sur le marché boursier en ce moment. Notre équipe a accompli un travail considérable. Et oui, l'IA nous a été très utile. Nous utilisons Assistance RBC, nous aussi. Cela nous permet d'accélérer une grande partie du travail. Nous avons examiné chaque entreprise, nous avons demandé quelle part de leurs dépenses est consacrée à leurs clients, quelle est votre présence au sein de l'organisation, êtes-vous une infrastructure ou une application qui s'appuie sur l'infrastructure? Pour passer en revue les domaines de l'entreprise qui, selon nous, seront plus défendables à mesure que la valorisation se contracte, nous nous sommes dit que cela pourrait être plus intéressant. Ce processus a été très itératif. Je pense que le plus récent est l'application de certaines entreprises de services. Ces entreprises de services seront-elles remplacées par l'intelligence artificielle? Pour ça, nous nous concentrons sur la marge. Certaines entreprises de logiciels ont des marges de 40 à 50 et par marge, j'entends que si elles ont 1 dollar de chiffre d'affaires, elles génèrent 40 ou 50 cents de flux de trésorerie par dollar de chiffre d'affaires. Comme dit le dicton, votre marge à vous est ma chance à moi. Vous allez d'abord vous intéresser aux entreprises qui ont des marges plus élevées. Certaines de ces entreprises de services ont des marges de 15 à 20 voire un peu moins. Je pense que celles-ci sont davantage axées sur la marque et qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à s'y intéresser. Dans ce cas, vous pourriez remplacer une partie de la main-d'œuvre, mais la marque pourrait aussi remplacer une partie de la main-d'œuvre. On discute beaucoup quant à savoir qui profitera de ces opportunités. Et cela a été un processus continu. Et comme tout ce que nous faisons, cela risque d'être très itératif. Oui, et d'une certaine manière, si l'on pense par exemple à une entreprise de service qui emploie des personnes très qualifiées, qui élaborent des plans sophistiqués pour les clients, et vous avez les personnes qui sont peut-être juste en première ligne, qui prennent l'appel initial et qui ont le premier contact avec le client.
Au début, ces personnes peuvent être remplacées parce que l'IA peut le faire à leur place. Bien entendu, cela permet de réduire les coûts. Mais ensuite, l'IA continue de progresser et tout à coup, elle se charge d'une partie de la planification qui était auparavant effectuée par d'autres personnes, ou bien une entreprise concurrente utilisant l'IA versus une entreprise dirigée par des humains et qui finit par devenir plus rentable. Cela remet donc en question les marges bénéficiaires des entreprises qui s'appuient davantage sur les ressources humaines. Vous passez par différentes étapes à mesure que l'IA progresse au sein d'une organisation, érodant les revenus et les marges potentielles de cette entreprise. Oui, je pense que l'on peut résumer la situation en disant que cela érode quelque peu la confiance des investisseurs dans ce qu'ils croyaient auparavant. Et malheureusement, les valorisations demeurent élevées. Le marché boursier est un mécanisme d'actualisation, comme on le répète souvent. Il actualise toutes sortes de risques qui ne se concrétisent jamais, mais il tente de s'adapter à cet environnement en rendant les prix plus volatiles, je dirais. Oui, je repense à tout ça. Il y a... Oh, pardon, Stu, allez-y. Oui, ce qui semble remarquable, car en termes de volatilité, nous sommes à 1,5% des sommets. Je pense qu'il faut garder cela à l'esprit, car d'autres entreprises ont enregistré de très bonnes performances boursières pendant cette période. Si elles ont été immunisées contre certaines de ces pressions, les biens de consommation courants, par exemple, et certaines de ces entreprises, il y a donc beaucoup d'éléments dans un portefeuille qui ont également bénéficié de cette rotation. Il faut absolument le souligner. Mais je pense que tout investisseur, dès qu'il constate une volatilité, a envie de se tourner vers ces titres, de les analyser, car c'est là que le renversement du sentiment négatif actuel pourrait offrir des opportunités intéressantes. Vous essayez en fait de déterminer s'il existe des opportunités dans ces domaines. Constatez-vous que vous avez modifié votre portefeuille plus que d'habitude au cours des 6 derniers mois, disons. Nous avons parlé de cette rotation à plusieurs reprises au cours des 2 dernières années, en disant qu'au final, ces grandes actions technologiques, et nous ne disons pas que c'est le coup de grâce en termes de rotation, mais qu'à un moment donné, les gens commenceraient à se dire que ces actions technologiques ont certains ennuis, elles présentent certains aspects qui nous préoccupent, et elles doivent être tellement performantes qu'ils commencent à chercher ailleurs. Et c'est là que la rotation se produit. Avez-vous beaucoup modifié votre portefeuille ou êtes-vous encore en train d'analyser la situation en attendant de voir comment cela va évoluer? C'est un peu tout cela à la fois. Le portefeuille évolue. Nous avons déjà dit par le passé que lorsque vous vous retrouvez dans ce genre de situation, vous savez que cela ne va pas être parfait. Je pense vous avoir déjà mentionné que dans ma carrière, j'ai vendu 2 fois au plus haut et acheté 2 fois au plus bas. Vous avez tendance à agir par étapes. Vous constatez une dynamique négative, vous concluez de votre analyse financière et fondamentale que l'entreprise est attractive, puis vous utilisez toute une série d'autres outils pour prendre position. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'actions que je trouvais trop chères et je les ai vendues le jour où j'ai pensé qu'elles l'étaient et elles sont devenues encore plus chères par après. Et la même chose se produit lorsque les actions baissent, où vous dites que c'est assez bon marché. Et puis cela peut continuer parce que nous avons des opinions fondamentales. Mais nous aimons aussi beaucoup le vieil adage qui dit que le récit suit le prix. Ainsi, lorsque vous traversez cette période, il faut souvent plus que la simple reconnaissance que quelque chose est bon marché pour que le cours atteigne son niveau le plus bas. Cela prend parfois du temps, nous sommes très prudents. Nous parlons souvent des placements échelonnés. C'est un peu la même chose ici. Vous pouvez voir ici certaines actions dont les valorisations ont beaucoup augmenté
Parce qu'elles ne sont pas exposées à l'intelligence artificielle et qu'elles sont considérées comme sûres. Ces valorisations peuvent atteindre des niveaux tels qu'il est difficile pour une entreprise de générer des rendements composés pour vous. Alors vous préférez commencer à les récolter et puis vous trouvez d'autres entreprises qui ont peut-être souffert d'un traitement injuste de la part du marché boursier. Vous pensez que celle-ci va continuer à prospérer et vous commencez à vous y intéresser. Oui, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas des auditeurs réguliers, si vous souhaitez devenir un auditeur régulier de l'émission, abonnez-vous à notre chaîne ou suivez-nous sur l'une des plateformes où vous écoutez vos balados. Nous sommes également présents sur YouTube, si vous tenez à nous voir. Je le ferais si j'étais vous. Et nous apprécions toujours les commentaires et les retours positifs. Mais l'un des thèmes récurrents de l'émission, lorsque nous discutons avec Stu, je lui donne une liste de questions. Faites-vous ceci, faites-vous cela, regardez-vous ceci. Et Stu répond toujours par l'affirmative à toutes ces questions. Nous faisons un peu de tout. Nous en avons justement un exemple dans les dernières minutes. Et il y a une raison pour laquelle je le souligne, c'est parce que ce que fait un gestionnaire de placement professionnel comme Stu, et ce n'est pas seulement Stu, c'est toute une équipe de personnes qui travaillent avec lui partout dans le monde, c'est qu'il prête attention à un nombre beaucoup plus large de choses que l'investisseur moyen. Ils sont payés pour positionner le portefeuille dans ce qu'ils pensent être la bonne position chaque jour et pour effectuer des ajustements. Souvent, en tant qu'investisseur ordinaire, j'investis seul, je réfléchis à ce que j'évalue, à ce que je fais, à ce que je pense, et je considère cela comme une alternative. Mais ce qui est formidable avec Stu et son équipe, c'est qu'il n'y a pas qu'une option. Il y en a plusieurs, parce qu'ils ont la capacité, les outils nécessaires pour effectuer toutes ces analyses. Et cela rend les choses beaucoup plus faciles, en particulier dans des moments comme celui-ci. Stu, pour un gestionnaire de portefeuille professionnel comme vous. Oui, bien sûr, la volatilité est l'allié du gestionnaire actif. Et nous continuons à utiliser toute une panoplie d'outils à notre disposition. Alors, il y a toujours beaucoup de travail, mais lorsque la volatilité est au rendez-vous, c'est vraiment le moment de se mettre au boulot. Je me demande, nous n'en avons pas encore parlé cette année, mais les Jeux olympiques ont commencé. Êtes-vous un grand fan des Jeux olympiques, Stu? Oui, j'aime bien. Je n'ai pas eu autant de temps que je l'aurais souhaité pour suivre les Jeux olympiques d'hiver, probablement parce que j'ai été très occupé. Eh bien, je pense que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu émerger de grands héros olympiques canadiens de ces Jeux olympiques d'hiver. Mais il y a un héros qui est toujours là, Stu, pour nous aider, en particulier dans ces marchés volatiles. Pensez aux bosses que nous traversons du point de vue du marché. Et c'est une stratégie que vous pouvez employer, je pense que vous y avez déjà fait référence, que vous employez lorsque vous entrez et sortez lentement et prudemment de vos positions. Savez-vous qui est ce héros? Stu Kedwell? Oui, le héros des placements échelonnés. Oui, bien sûr. Et il est à la conquête de l'or. À la conquête de l'or. Est-ce que les Européens et les Hongkongais apprécient le héros des placements échelonnés? Eh bien, je pense que c'est un excellent outil pour la répartition des actifs et les titres individuels. On se dit toujours, je vais juste peaufiner ça et tout sera parfait quand je vais mettre quelque chose en œuvre. Malheureusement, les chances que cela se produise ne sont pas très élevées. Donc, quand on est un investisseur à long terme et qu'on va à contre-courant d'une bonne analyse, les placements échelonnés sont en effet un excellent outil à avoir à sa disposition. Oui, je pense notamment aux investisseurs canadiens qui ont encore beaucoup d'argent en liquidité et qui restent sur la touche alors que les marchés continuent de bien se comporter. Comme vous le dites, nous avons connu une période de volatilité, mais les marchés sont encore 1 à 2 en dessous de leur sommet historique.
C'est un moyen de s'assurer de participer au marché sans s'engager de manière excessive et sans risquer de subir une période de volatilité ou une baisse des marchés pendant une courte période. C'est simplement un moyen de s'assurer de continuer à investir cet argent et de profiter à long terme des avantages que les actions peuvent vous apporter. Tout à fait. Tout à fait. Je voulais mentionner ce que vous disiez la dernière fois. Nous ne vous demandons pas souvent de parler spécifiquement de sujets tels que l'or et l'argent, mais vous aviez des choses précises à dire la dernière fois. Et nous avons vu par coïncidence l'or et l'argent quitter leur sommet après être montés en flèche, retomber. Et quand vous y pensez, est-ce quelque chose qui vous surprend ou est-ce plutôt une autre leçon sur la façon dont ces marchés peuvent évoluer lorsque l'élan et l'enthousiasme sont un peu trop effervescents, disons? Je pense qu'un investisseur a toujours besoin d'une boîte à outils fondamentale, d'une boîte à outils quantitative et d'une boîte à outils technique. Et à différents moments du cycle, il faut s'appuyer un peu plus sur certains outils que sur d'autres. En ce qui concerne ces marchés, les matières premières sont difficiles à appréhender car parfois la solution au prix élevé, ce sont les prix élevés et vice-versa, la solution au prix bas, ce sont les prix bas. Dans les mouvements importants à long terme, je pense que nous avons déjà discuté. Il y a eu 4 ou 5 cas où le prix de l'or est resté stable pendant un certain temps, puis a explosé et a pu être multiplié par 3 ou 4 lors de ces mouvements. Et une fois qu'il a dépassé un mouvement de 2 fois et demi, il a tendance à devenir un peu plus instable, un peu plus irrégulier, à mesure qu'il trouve son chemin, si je puis dire. Il y a donc eu un certain ralentissement et nous devrons réévaluer la situation à ce stade-ci. Oui, je le répète, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'or dans son portefeuille, mais qu'il faut en avoir une quantité raisonnable, disons. En tant que Canadien, nous avons beaucoup d'or sur notre marché. Si vous avez un portefeuille diversifié d'actions canadiennes, vous avez beaucoup d'or. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Le message s'adresse à ceux qui décident d'investir davantage dans ce secteur. Ce qui m'inquiète toujours, c'est que cette dynamique s'amplifie et que les gens se lancent sans nécessairement comprendre pourquoi, si ce n'est qu'ils pensent que les cours vont augmenter. C'est pour cela qu'ils se lancent. Et ce n'est pas, comme vous le dites, la base sur laquelle fonder un investissement. Sur la base de différents critères, y a-t-il de la valeur et un potentiel de rendement compte tenu du risque que vous prenez? Ce sont des choses qui se produisent tous les jours sur le marché, à plus petite échelle, mais cette fois-ci, c'était à grande échelle et j'ai pensé que cela valait la peine d'y revenir quelques semaines plus tard, car c'était intéressant. Nous l'avons fait un jour, puis le mouvement s'est produit le lendemain. Stu, merci encore pour le temps que vous m'avez accordé. Je sais que vous êtes très occupé. C'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles et de connaître votre opinion sur le marché. J'ai déjeuné avec quelques investisseurs aujourd'hui et il y a une réelle confusion, un sentiment que les choses sont un peu différentes en ce moment. Je pense que vous nous avez donné une très bonne perspective sur ce qui se passe sous les principaux indices et qui pourrait peut-être conduire à un changement de direction ou pas. Demeurez flexible, utilisez les mêmes bons outils, tenez-vous à votre stratégie et vous allez réussir, car c'est ce que vous faites. Super, merci Dave. J'apprécie vos commentaires. J'ai hâte de vous parler à nouveau. Excellent. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.